Comment la littérature peut-elle intervenir dans les questions de santé? C'est la question que nous allons poser à David Fuenquinos, dont l'œuvre romanesque relate à de nombreuses reprises une question de santé. Quel est l'intérêt pour les médecins et les soignants d'être confrontés à la littérature? Et en conclusion, Samia Urs nous apportera son éclairage pour nous expliquer les raisons pour lesquelles des humanités ont été introduites dans le cursus des médecins et des soignants et les enjeux éthiques qui y sont liés. Vous avez vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, c'est une expérience absolument fondatrice dans ma vie, puisque voilà, j'étais pas issu d'un milieu culturel et à l'âge de 16 ans, voilà, j'ai eu une infection de la plèvre et juste avant mon opération, j'ai effectivement eu un arrêt cardiaque qui fait que voilà, je suis allé dans le tunnel de lumière, j'ai raconté ça dans quelques interviews et puis je suis revenu à la vie, puis j'ai été opéré, j'ai passé de nombreux mois à l'hôpital et c'est vrai que comme tous les gens qui ont été gravement malades, ça a déverrouillé ma sensibilité, je me suis mis à lire, à écrire. Alors on était en 1991, donc ça fait déjà un petit moment, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, les livres m'ont sauvé la vie, donc d'une certaine manière, ils m'ont permis aussi de voyager de ma chambre, et puis après cette expérience, voilà, j'ai commencé à écrire, ça ne m'a jamais quitté, mais voilà, je sais à quel point le corps voilà, peut à tout moment nous propulser dans une dimension de fragilité. D'accord, donc vous diriez que votre perception de la vie et de la mort a changé suite à cette expérience? À un point infini. Avoir vécu comme ça, la proximité, la rencontre avec la mort, le tunnel de lumière. Moi, ma mère était à côté de moi à ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle m'a vu mort et que je suis. Ce n'était pas mon heure, visiblement, puisque j'ai arrêté cette chute et je suis revenu à la vie. Et c'est vrai que au-delà de ça, j'ai le sentiment voilà, d'avoir fait véritablement cette expérience et qu'on retrouve beaucoup sous différentes manières dans mes livres. Et puis après mon opération, je suis resté 15 jours en soins intensifs. Et je me souviens de cette atmosphère comme ça, extrêmement tangible entre la vie et la mort. Ma mère aussi me disait que voilà, autour de moi, les gens mouraient. Donc j'ai eu cette sensation comme ça d'être à la frontière de la vie. Et donc ça m'a armé d'une énergie décuplée. Je pense que tous les gens qui sont confrontés soit à la maladie, soit à la mort d'un proche, soit à des situations de fragilité extrême, peuvent se nourrir de cette expérience pour avoir un rapport décuplé à la vie. Dans votre dernier livre, Tout le monde aime Clara, vous évoquez la transformation intérieure et la perception du monde après un traumatisme. Clara, après un long coma, suite à un accident de voiture, elle change de caractère, de centre d'intérêt et devient même un peu médium. Quel est selon vous le mécanisme qui façonne ce changement? Alors c'est étonnant parce que je viens de vous raconter quand même quelque chose de très personnel. J'ai plutôt le sentiment d'écrire des romans, je suis un auteur de fiction. Et je ne me suis pas vraiment rendu compte de toute la part personnelle en écrivant cette histoire. Alors que c'est une jeune fille qui, à l'âge de 16 ans, comme ça, après un grave accident, est propulsée plusieurs mois dans le coma. Donc c'est très similaire d'une certaine manière à ce que j'ai vécu, puisque elle va revenir à la vie d'une manière totalement différente. Là, encore une fois, elle a arpenté le territoire de l'entre-deux. C'est très particulier, le coma, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'incapacité de savoir combien de temps ça va durer et surtout où se placer dans l'échelle de la vitalité. Et donc, il y a quelque chose d'absolument imprécis, incertain, inquiétant, bien sûr. Et elle revient à la vie, peut-être après cette longue expérience totalement différente et peut-être armée voilà, de dons un peu extrêmes, un peu mystiques, puisqu'elle va devenir voyante. En tout cas, elle va avoir l'intuition de la vie des autres. Et c'est vrai que c'était aussi excitant d'un point de vue romanesque, un personnage comme ça qui puisse comprendre le destin des autres. Et de même, en fait, dans La Vie heureuse, vous évoquez le rituel coréen de la mise en scène de sa propre mort. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire en quoi ça vous a fasciné? Donc vous m'avez démasqué en fait, c'est vrai que je tourne très souvent autour des mêmes thèmes. Encore une fois, c'était le cas de La Délicatesse qui parlait d'un deuil et d'un retour à la vie. Et c'est vrai que très souvent
dans mes romans, il y a des ruptures physiques, des ruptures de santé, et puis il y a une réinvention de soi, une nouvelle vie, une seconde vie. La vie heureuse, le point de départ, c'est quelque chose qui existe vraiment en Corée du Sud. On m'en avait parlé, ça m'avait absolument fasciné. C'était un rituel d'enterrement. C'est-à-dire que vous allez dans ces cérémonies, vous êtes face à votre cercueil, il y a votre nom, vous rédigez votre épitaphe, il y a votre photo, et vous rentrez comme ça pendant 1 heure dans un cercueil. On referme le couvercle, hein. C'est une expérience extrêmement puissante. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de la faire, hein. Mais on est dans un pays avec un taux de dépression et de suicide très important, et c'est vrai que c'est une thérapie de choc qui a aidé beaucoup les gens. C'est vrai qu'on voit sur les forums coréens, les gens racontent que voilà, après on a le sentiment d'avoir un rapport différent à la vie. C'est basé sur quelque chose de très simple à comprendre, l'idée qu'en expérimentant la mort, en la regardant presque droit dans les yeux, on est en capacité après je ne vais pas dire de savourer la vie, mais de se rendre compte de la valeur de la vie. Donc c'est quelque chose qui me fascinait totalement, et c'est vrai que mon personnage dans La Vie heureuse, qui a vécu un traumatisme et qui est écrasé par la culpabilité, va être confronté à ce rituel, et ça va le propulser dans une vie totalement différente. Est-ce que vous pensez que la confrontation à la mort puisse être une source de renaissance pour tous? Alors pour tous, je ne sais pas. Moi, je me permettrai certainement pas de faire des généralités, mais on voit à travers mes personnages, à travers ce que j'ai pu vivre, dans de nombreux cas, il est évident que la rencontre avec la fragilité de la vie, en tout cas ce sentiment comme ça d'avoir vraiment l'impression que tout peut nous échapper à tout moment, il est évident que ça donne une valeur aux heures qui nous restent. Donc oui, ça propulse vers une renaissance. Mais c'est quelque chose qu'on peut avoir, pas forcément avec la mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on était comme ça plongé dans l'angoisse mondiale du Covid, au tout début d'ailleurs, on voyait des morts partout. Qu'est-ce que ça a propulsé dans la vie des gens? On a vu par exemple aux États-Unis le hashtag Quit My Job, des dizaines de millions de personnes qui ont démissionné, des gens comme ça qui ont quitté leur conjoint, qui ont changé de vie, qui ont quitté leur boulot, qui sont allés vendre du fromage en Corse ou ailleurs, ou qui sont devenus professeurs de yoga. Il y a un rapport entre la fragilité de l'existence, enfin de la compréhension en tout cas brutale de la fragilité de l'existence, et l'interrogation de son épanouissement, de son bonheur. Est-ce qu'on est vraiment heureux? Est-ce qu'on a envie de continuer à vivre comme on vivait avant? Il y a forcément un lien comme ça entre cette angoisse, cette fragilité qu'on traverse, et puis la nécessité comme ça de se réinventer et d'aller tenter de vivre le meilleur de soi-même d'une certaine manière. Dans Vers la beauté, vous explorez la dépression et le traumatisme, et dans Deux sœurs, vous décrivez une bascule mentale progressive. Est-ce une responsabilité des écrivains de représenter le déclin de la santé mentale? C'est étonnant pour moi parce que je me sens pas animé par cette responsabilité quand j'écris. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de lecteurs, et notamment de jeunes lecteurs, énormément, liés ce livre Vers la beauté, qui est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Et donc je reçois beaucoup de messages, notamment de jeunes filles qui sont en fragilité, qui ont vécu soit des agressions, soit qui ont des troubles psychiques ou alimentaires, par exemple. Et c'est vrai que je n'ai pas écrit avec cette responsabilité. Mais c'est vrai que je reçois finalement beaucoup de messages qui sont liés. Alors moi, je me permets pas d'aiguiller ou de donner des leçons. Simplement, j'exprime à travers ces livres que la beauté peut être une consolation. Pas dans tous les cas. On le voit dans ce livre-là, Vers la beauté. Voilà, sans raconter la fin, il y a quand même un chemin très douloureux qui s'inscrit dans la vie de cette jeune fille, mais on peut tout faire d'une certaine manière pour tenter de se reconstruire par le rapport à la beauté. C'est vrai que c'est un thème qui est très récurrent dans mes livres. Il y a aussi numéro 2 qui évoque le casting d'Harry Potter, où ce jeune homme, alors le point de départ, c'est une histoire vraie, hein, c'est-à-dire qu'ils ont hésité pendant des semaines entre Daniel Radcliffe et un autre acteur, un autre jeune acteur, un enfant de 10 ans, et il a vécu ce traumatisme de ne pas être choisi, en plus en voyant depuis 20 ans la vie qu'il aurait pu avoir. Et donc je réfléchis à comment surmonter un échec, comment justement
trouver une forme de lumière dans cette forme d'oppression mentale que peut être le sentiment d'avoir raté sa vie d'une manière concrète alors qu'on est si jeune. Dans La vie heureuse également, la santé mentale et le mal-être sont des thèmes centraux. Pensez-vous que la quête du bonheur passe par l'acceptation de notre propre vulnérabilité, tant psychique que physique? En tout cas, c'est une possibilité. Je pense que c'est comme l'idée de se dire que pour réussir des choses, il faut avoir raté dans un premier temps. En tout cas, l'expérimentation de la vulnérabilité, de l'échec, de la rature, du brouillon, j'ai le sentiment que c'est absolument nécessaire à la fondation de tout être humain. C'est très présent dans mes livres. J'ai l'impression que oui, il faut avoir finalement ces bégaiements de la vie, ou en tout cas parfois même des choses plus douloureuses, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir se former. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut souffrir pour être heureux, ou en tout cas c'est pas un souhait. Mais d'une manière générale, il y a un autre thème qui est assez présent dans mon livre, c'est la lecture du corps. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que le corps nous parle très souvent, et parfois il faut être aussi à l'écoute des manifestations de son corps. J'avais écrit un livre qui s'appelle Je vais mieux, sur l'histoire d'un homme qui avait mal au dos, et qui faisait tout type d'analyse, de radio, de scanner, pour se rendre compte qu'il n'avait rien physiquement, mais qu'il devait comprendre les nœuds qu'il avait à dénouer dans sa propre vie, dans son propre passé. Donc j'ai le sentiment aussi comme ça qu'il faut être à la lecture de son corps. Et comment avez-vous travaillé la reconstruction psychologique de vos personnages après un traumatisme, que ce soit un coma, un accident, une dépression? Alors j'ai le sentiment un peu paradoxal qu'il ne faut pas le chercher. Je ne crois pas que ça puisse arriver en se disant « tiens, je vais tout faire pour me reconstruire » ou « je vais être dans cette énergie ». J'ai l'impression qu'il y a un cheminement qui est un peu malgré nous. Parfois, c'est la temporalité aussi du corps. Tout comme on parlerait, par exemple, dans un chagrin d'amour, on peut se dire « tiens, je n'ai plus envie de souffrir. Je veux passer à autre chose ». Mais le corps, ou en tout cas l'expérience de chacun, doit faire son œuvre d'une certaine manière. Et puis parfois, un chagrin d'amour, au bout de 2-3 ans, j'espère plutôt parfois, on se réveille un matin, on a le sentiment que la douleur s'est échappée. Ce n'est pas forcément une réflexion, ce n'est pas forcément une décision. Il y a comme ça beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai le sentiment que pour aller vers la reconstruction, il faut déjà regarder en face ce qui nous a fait souffrir. Il ne faut pas faire l'économie des douleurs potentielles, ou en tout cas, il faut essayer de les comprendre. Et après, je crois que chacun a son chemin de cicatrisation. Et pendant vos longs séjours à l'hôpital dans votre jeunesse, pour quelles raisons vos lectures vous ont-elles aidé à tenir? Alors, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, il faut imaginer qu'on est en 1991. Je sais que j'ai l'air très jeune. Hein. Non, je veux dire, 1991, ça veut dire quoi? Pas de téléphone portable, pas de réseaux sociaux, pas de possibilité de voir des films. Donc les mois comme ça, il y avait 2 chaînes à la télévision, il y avait du téléachat et des téléfilms pour dépressifs. Je dois avouer qu'à ce moment-là, c'est vrai que les livres ont été ma seule compagnie. Et donc les livres ont été ma seule compagnie, m'ont permis de voyager de ma chambre, de m'aventurer vers d'autres vies, de vivre pour les autres d'une certaine manière. Quand je lisais Dostoïevski, j'avais l'impression de ressentir la fièvre russe d'une certaine manière. Quand je lisais La Belle du Seigneur, j'avais le sentiment d'être à Genève, pas très loin d'ici. Je vivais toutes ces autres vies. Après, ce qui a vraiment été fondamentalement différent, c'est que je lisais les histoires, mais je commençais à souligner les phrases. C'est-à-dire que l'expérience de la mort, la peur de la mort, la douleur d'un adolescent de 16 ans qui passe de longs mois à l'hôpital, ça a fait que quand je lisais un livre, ce n'était plus que l'histoire qui m'intéressait. J'ai été sensible à la beauté, à la poésie, à la sonorité des phrases. Et donc ça, c'était complètement, c'était pas du tout prémédité. Quelque chose qui arrivait en moi de cet ordre-là. Et puis quand j'ai commencé à écrire, peu de temps après, j'écrivais beaucoup de lettres à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de l'imagination. Donc il y a quelque chose qui est arrivé à ce moment-là dans ma vie. Heureusement que le téléphone portable n'existait pas. Sinon, je serais devenu dentiste, peut-être. Donc, d'après ce que je comprends, l'écrivain que vous êtes a un rôle dans le débat sur la santé, un rôle artistique.
Un rôle de Je trouve que c'est un témoignage, peu. peut-être? Je veux bien parler de mon expérience, de celle de mes personnages. Je trouve que rôle, je ne me permettrai pas d'endosser. Parce que ici, on est au cœur d'une fondation. Voilà, je trouve que les thérapeutes, les médecins, voilà, je trouve que tout le personnel médical, les accompagnants, et je vis ça dans d'autres sphères de ma vie, pour d'autres situations, et j'ai un respect infini. Euh, J'accompagne à travers mes histoires peut-être certaines personnes qui se reconnaissent dans les livres. Ça me touche profondément. Et on partage une forme de sensibilité, mais je ne me permettrai pas de dire que j'ai un rôle. Médical en tout cas, hein. Ça D'accord. peut être un rôle de mémoire, un rôle de Thérapeutique, divertissement, peut-être. un rôle de beauté. À travers vos romans, vous nous avez montré que la santé ne se limite pas au corps ou au diagnostic, mais touche aussi beaucoup à l'identité, à la mémoire et à la dignité. Merci David Fonkinos de votre témoignage d'écrivain. Avec plaisir. Quel livre est-ce que vous aimeriez que votre médecin lise au fond? En tant que patient, vous aimeriez qu'il élargisse son imagination dans quel sens? Alors ça peut donner toutes sortes de réponses quand on se pose cette question. On peut vouloir que son médecin lise des livres qui racontent une expérience vécue de patient, peut-être surtout, mais pas seulement, si c'est une expérience vécue de la maladie qu'on a soi-même, parce qu'après tout, c'est une des qualités d'un bon écrivain, de pouvoir raconter avec beaucoup de nuances, d'approfondissement et de détails une expérience singulière qui, même lorsqu'elle est singulière, a évidemment des échos dans les expériences d'autres personnes qui vivent une situation semblable. Tous ces détails, toute cette nuance, elle est extraordinairement difficile à amener en consultation quand on est le patient, même à supposer qu'on ait le temps, ce qui est rarement le cas. Et donc ça peut être un complément de vouloir que son médecin lise le récit d'un patient qui a la même maladie que moi. On peut aussi vouloir que son médecin lise une fresque historique qui explore un vaste panorama d'expériences humaines pour avoir quelque chose de beaucoup plus vaste, ou une histoire très intimiste de confrontation avec les limitations de l'expérience humaine, de la mortalité, de la finitude, de la souffrance, sans lien direct avec ce qu'on a soi-même vécu en tant que patient. On peut vouloir aussi que son médecin lise une littérature qui porte un regard critique sur la médecine et son contexte, qui, peut-être se rit avec grincement ou tendresse des travers de sa profession. On peut vouloir que son médecin lise toute une série de livres différents, en fait, pour toutes sortes de raisons différentes. En 2009, notre collègue, la professeure Micheline Houy-Courvoisier, s'est livrée à cet exercice de se demander quel livre est-ce que j'aimerais en fait que mon médecin lise, et c'est le titre d'un livre qu'elle a publié à Genève, qui transporte, qui fait promener le lecteur à travers un petit catalogue, un florilège, si on veut, d'œuvres littéraires qu'elle voudrait conseiller aux médecins et aux étudiants en médecine. Micheline Houy-Courvoisier a été la pionnière du programme de sciences humaines en médecine dans notre faculté de médecine, et donc c'est particulièrement important d'avoir son regard. Elle a conseillé un grand nombre de ses œuvres à ses collègues, à ses étudiants également, et une partie d'entre eux font partie de ce qui est encore recommandé actuellement. Nous avons dans notre faculté de médecine un programme de sciences humaines en médecine qui, entre autres, fait des recommandations d'œuvres littéraires et des clés de lecture pour nos étudiants. C'est important parce qu'il y a toute une série de thématiques dans la formation d'un jeune futur médecin pour lesquelles la littérature a un apport extrêmement précieux. On a par exemple la confrontation avec la fin de vie dans La mort d'Ivan Ilitch, qui est un grand classique en fait qu'on recommande un peu à tout le monde. Ça fait partie de cette petite série de livres sur la fin de vie qu'il faudrait mettre vraiment entre toutes les mains. Un autre qui vient comme ça un peu à chaud maintenant étant une non-fiction, donc une œuvre de vulgarisation médicale d'un collègue chirurgien américain d'origine indienne qui s'appelle Atul Gawande, dont le titre est « Nous sommes tous mortels, ce qui compte à la fin de vie », et où il fait traverser plus avec un regard sociologique et médical. Le lecteur va rencontrer finalement ce que ça veut dire la fin de vie et comment s'y préparer. Donc tout ça, c'est des livres qui sont très utiles. On a également, dans les cours d'éthique, des recommandations de lecture, notamment une expérience de patient, une femme qui était écrivain déjà avant de devenir malade et qui a écrit un livre sur son expérience
d'entrer dans la maladie à travers un livre très touchant qui s'appelle « Le corps incertain » sur l'expérience de la sclérose en plaques. Et elle touche vraiment au nœud de l'histoire. On le voit déjà avec le titre du livre, puisque la caractéristique sans doute la plus difficile de la sclérose en plaques, c'est cette trahison permanente du corps, en fait, qui arrive sous forme d'épée de Damoclès, et puis on ne sait pas à quel point on va récupérer à chaque poussée, on ne sait pas quelles sont les séquelles qui peut-être resteront, et surtout on ne sait pas et surtout on ne sait pas quand la poussée suivante peut survenir. Donc il y a ce côté de ne plus pouvoir faire confiance à son organisme qui est central dans l'expérience de cette maladie. Et puis, pour certaines expériences littéraires, pour certaines transmissions également d'émotions, pour certains insights, comme on dit en anglais, pour certaines compréhensions, eh bien, la poésie fait juste mieux que la prose. Et on a notre collègue Julie Delaloy, qui a été une des chevilles ouvrières et des initiatrices du Printemps des poètes à l'hôpital, qui est une expérience très intéressante au fond, où la poésie s'invite à l'hôpital pendant une période définie. Ça se traduit par des choses comme des affichettes et également des extraits de poésie sur les plateaux repas des patients. Alors ensuite, ça va changer le regard sur le quotidien. On n'a pas vraiment de données pour voir s'il y a d'autres effets, mais on peut comprendre l'importance qu'a une telle démarche pour modifier un petit peu le côté très rétrécissant, on va dire, de l'existence à l'hôpital lorsqu'on est malade. Une des caractéristiques du système de santé qui est un peu sous le radar, à vrai dire, et qu'il va happer l'existence d'une personne hospitalisée dans une existence de personnes malades. Une des premières choses qui arrive quand vous arrivez à l'hôpital, avant même que vous soyez vu dans un service d'urgence, et qu'on va vous retirer ce qui fait vos marqueurs d'identité personnelle, toute l'épaisseur de votre vie va être dépouillée en quelque sorte, puisqu'on vous demande de remettre vos vêtements, vos objets de valeur, tout ce qui fait que vous êtes reconnaissable comme vous, en fait, socialement, pour les mettre en sécurité. Il y a une bonne cause derrière, évidemment, mais on va vous mettre en uniforme de malade. Et votre vie va tourner autour de la prise en charge de votre maladie de manière parfois presque exclusive pour certaines personnes. Ça va dépendre de la présence ou non et de la modalité des visites que vous recevrez. Mais d'avoir une ouverture depuis l'hôpital sur l'expérience extérieure et l'expérience humaine plus vaste est fondamental. Et la poésie à l'hôpital, ça peut jouer un rôle de cet ordre-là. À quoi sert tout cela? Alors peut-être même poser la question est un peu paradoxal parce que ça dénote qu'il faut qu'il y ait une utilité, alors que certaines personnes qui sont des professionnels de la littérature se rebelleraient contre cette exigence en fait, puisque la littérature n'a pas nécessairement besoin d'avoir une utilité concrète, pragmatique, dans le sens où la médecine l'entendrait. Néanmoins, il y a plusieurs objectifs qu'on peut avoir avec l'intégration de la littérature dans la formation des futurs professionnels de la santé. Celui qui est le mieux documenté également dans la littérature médicale, c'est que ça étire l'imagination et en cela, ça exerce l'empathie. On a dans la médecine le grand privilège de rencontrer au cours de sa vie des milliers de personnes et si on prend le temps de les écouter correctement, on va faire une expérience de second degré, si on veut, de milliers de vies, ce qui est peu commun en fait. On va avoir une expérience de l'expérience humaine qui en sera élargie. La littérature permet de faire un exercice similaire et dans ce sens, elle permet de beaucoup gagner du temps dans l'expérience d'élargissement de l'empathie des jeunes médecins puisqu'ils peuvent voyager à travers la littérature, à travers des vies multiples tout en n'en vivant qu'une seule eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui a été démontré maintenant avec des outils de mesure. On voit que les personnes qui sont exposées à de la bonne littérature, disent en général les auteurs, ce n'est pas n'importe quelle littérature qui aura cet effet, vont avoir une empathie mesurablement accrue. Ensuite, c'est aussi une manière, la lecture est aussi une manière de se plonger dans des difficultés fictives sans avoir à les vivre dans la vraie vie. Ça, c'est une analyse qui a déjà été faite par la philosophe américaine Martha Nussbaum dans ses analyses des tragédies grecques, en fait. C'est une des fonctions, depuis toujours, en fait, de la littérature, de nous mettre dans des situations où on peut, dans notre imagination, travailler à la résolution de problèmes qu'on n'a du coup pas besoin d'avoir pour véritablement en faire l'expérience et les résoudre à ce moment-là. On imagine par exemple toute la littérature dystopique, la science-fiction, c'est son rôle central en fait, de nous faire dans l'imagination de la résolution de problèmes qu'on espère ne pas avoir. Mais en fait, il y a toute une série d'autres domaines littéraires qui ont la même fonction. Ensuite, il y a également
l'exposition à de la narration très construite, à des fils conducteurs narratifs qui vont exercer deux compétences extrêmement importantes pour les jeunes médecins, qui sont d'expliquer les choses de manière intelligible et cohérente pour une personne qui n'est pas du métier, et également être réceptif aux narratifs de leurs patients. Comprendre les fils conducteurs chez des personnes qui n'auront pas nécessairement l'exercice de leur fournir un récit construit quand ils racontent leurs histoires. Et finalement, c'est très important aussi de connaître le contexte social et historique de la médecine. Les jeunes médecins ne peuvent pas prétendre hériter uniquement des bons côtés de la médecine sans devoir faire façon aussi des héritages un peu plus sombres de leurs aînés. Et pour ça, on doit les connaître. Donc on doit savoir d'où on vient, on doit savoir ce qui s'est passé dans les décennies et les siècles passés pour que le jour où on rencontre un patient qui a vis-à-vis de nous une réaction qui est en fait dirigée vers le confrère qu'il a vu il y a 40 ans, on puisse comprendre de quoi il en retourne et accueillir ça de manière empathique, pas sur la défensive.